Nous avons aujourd'hui Haitham Manna, qui est un opposant historique au régime syrien, qui a développé, notamment depuis le début de l'insurrection, une position assez originale dans l'opposition syrienne, et qui va donc nous l'exposer ici, exposer son analyse de la situation en Syrie. Et à partir de là, donc il va parler environ un quart d'heure. La parole sera à vous et à moi, éventuellement, si j'ai des questions pour lui. Et je le remercie beaucoup d'être venu aujourd'hui parmi nous. Merci beaucoup. Merci pour votre présence. Il n'est pas facile de parler de la Syrie. J'ai un ami qui boit beaucoup, qui vit toujours à Damas, et qui m'a dit que il a rêvé que dans la rue, une opération suicide lui a touché et il est mort. Il est monté au ciel et parce qu'il était victime d'une opération djihadiste, il est allé au paradis. Et au paradis, il a posé la question au bon Dieu. Où va la Syrie? Et le bon Dieu lui a répondu, écoutez, ici, les questions difficiles sont interdites. Alors, c'est vraiment une question très, très compliquée, très difficile. Et on est responsable, ce n'est pas seulement Assad qui est responsable de la complexité de la situation. Et parce que quand on est en bataille, on ne fait pas l'autocritique. Et j'ai essayé de le faire, j'ai payé très cher. Pour moi, j'ai bien suivi la Tunisie et aussi l'Égypte, un peu moins la Libye. Et en Syrie, on a envoyé des gens de Daraa à la place de Tahrir en Égypte, avant les événements en Syrie. Ils sont revenus avec des idées et ils étaient tous défenseurs de ce qu'on peut appeler la résistance civile. Et on a défendu ces thèses de la résistance civile parce qu'on croit à la Commission arabe des droits de l'homme depuis à peu près 18 ans. On a travaillé beaucoup sur les changements dans les pays de tiers-monde et on n'a pas vu un seul exemple qui a donné une démocratie avec la violence. C'est pour ça qu'on a défendu les 3 non. Non à la violence, parce que ça peut vraiment détruire un projet démocratique. Non au confessionnalisme, parce que la Syrie est un pays multiconfessionnel, multireligieux, et on ne peut pas entrer dans un conflit à caractère confessionnel qui peut détruire le projet démocratique aussi. Et non à l'intervention étrangère, parce que, comme dit Obama, jamais les tanks des autres ont amené une démocratie. C'est lui qui dit, ce n'est pas uniquement moi. Ça s'est bien passé pendant des mois. On peut parler au moins de 3 mois. Jusqu'à l'arrivée des gens qui n'ont rien à voir avec ce projet. Et là, il y a une différence d'interprétation. Le régime dit qu'il y avait un complot mondial contre le régime. Nous, on dit qu'il y avait un complot contre le mouvement populaire civil. Parce que qu'est-ce qu'un régime dictatorial peut trouver de mieux d'une transformation
d'une révolte populaire pacifique en guerre entre deux partis armés. Quand on s'attaque aux civils, c'est un crime. Et quand c'est systématique, c'est un crime contre l'humanité. Mais quand il y a un conflit entre deux parties, il faut respecter les lois de guerre et chercher les crimes de guerre. Ça change tout. On a crié très fort depuis le mois de juin, quand on avait un événement grave à Jisr al-Chouhour. Et dans cet événement, on a vu l'assassinat de 127 personnes par un groupe armé qui n'est pas identifié jusqu'à aujourd'hui. Et après, on avait des événements séparés à gauche, à droite. Mais au mois d'août 2011, il y avait la montée en force des antithèses. Et ce qu'on peut appeler aujourd'hui, M. Tartoussi a publié un article qui est le théoricien de Ahrar Sham, a publié un article où il dit tout simplement: notre réponse aux 3 non, c'est 3 oui. Oui au confessionnalisme, parce que c'est le seul moyen d'avoir une majorité claire contre une minorité. Et on peut gagner la guerre comme ça. Oui à la violence, parce que la violence dans notre pays n'est pas la violence dans un sens universel, c'est de vrai djihad. Et oui à l'intervention étrangère, parce que nous vivons dans la période de la réconciliation entre l'Occident et l'islam, et l'Occident sera en Syrie de notre côté. Article publié en 8 août 2011. Et il a été repris dans le site des Frères musulmans syriens. Et plusieurs sites, pas seulement ces 2. Là, on a commencé un vrai problème au sein de l'opposition syrienne, entre ceux qui appellent à ce qu'on a appelé pendant 2, 3 ou 4 mois l'autodéfense légitime, ce qui n'est pas été le cas dans l'esprit des prisonniers libérés par Assad le 17 mai 2011. Leur projet était clair et net, ce n'était pas l'autodéfense, c'était le djihad. Et entre Hayat al-Tansiq, le comité de coordination nationale, qui a résisté pour défendre ces 3 principes, ces 3 non. On a été marginalisé pendant un bon moment. L'Occident a soutenu la thèse qui dit que Free Army is beautiful. Et on est entré dans la militarisation, mais la militarisation vraiment des bidonvilles, c'est-à-dire anarchique. Chacun pour soi, chacun travaille à sa façon, sans qu'il y ait unification militaire, sans qu'il y ait vraiment une seule force multiconfessionnelle. C'était vraiment militarisation sunnite, pour appeler un chat un chat. Et aussi, on n'a pas réussi à regrouper 60% au moins sous la direction militaire, qui doit être théoriquement sous tutelle politique, pas travailler comme militaire, comme groupe militaire. L'histoire est longue, parce que 2012 était une catastrophe. On a travaillé pour trouver une solution. Au début,
de juin 2012, j'ai demandé qu'il y ait une conférence internationale sur la Syrie parce que la question est internationalisée. On n'est plus maître de jeu dans notre propre pays. Je suis allé voir l'équipe de Kofi Annan. On a vu les experts qu'il a choisis pour discuter l'affaire syrienne, experts internationaux et arabes, parmi lesquels Lakhdar al-Brahimi, Ghassan Salameh, Rima Khalaf, plusieurs personnalités de renommée internationale. Et on a discuté ce qu'on appelle maintenant la déclaration, Genève a communiqué, la déclaration de Genève. Et on est arrivé, plus ou moins, à un texte qui peut ouvrir la voie politique. Malheureusement, ce texte n'a pas été respecté par les signataires. Par les signataires. 15 jours après, on était à la maison, à côté de Champs-Élysées, de l'ambassadeur de United Kingdom, à côté de l'Élysée, et M. Works nous a dit clairement, nous sommes en train de travailler le plan B. Et sans micro, c'est mieux peut-être, ou l'autre? Non, on n'entendra pas. Oui. Alors, à la conférence de Caire, personne n'a parlé de Genève à communiquer. Hein? Ni Chevalier, ni Ford, ni le Conseil national syrien, et même pas le comité de coordination nationale. On était deux au courant de ce qui est arrivé au Genève, sur 350 personnes. Et comme si on parlait de quelque chose qui est arrivé aux planètes Mars, pas sur Terre. L'essentiel pour Chevalier était le 6. Le 6 juillet, il y a les amis du peuple syrien, on doit réussir, maximum des gens, etc. Tiens, tu es invité, tu viens, tu prends une photo à côté de M. le Président Hollande, etc. Toutes ces histoires qui nous rappellent le président Arafat. Et nous, on a décidé de boycotter. On a dit, on ne va pas entrer dans des guerres, dans une guerre des axes. Parce que la Syrie paye déjà beaucoup. Et si on va entrer dans une guerre de cette façon, on n'obtient rien. Alors on a boycotté toutes les réunions des amis du peuple syrien. On a laissé la place aux autres. Le Conseil d'abord, après la coalition. Et on est arrivé à un moment où les Russes et les Américains ont senti que Genève est nécessaire. C'est après l'histoire des armes chimiques. Mais avec un compromis entre les deux, de diminuer le rôle de Lakhdar Brahimi. On ne doit pas oublier que le mandat d'Akhdar Brahimi est moins importante que le mandat de Kofi Annan. C'est-à-dire déjà, il est diminué. Et on a continué à diminuer par l'augmentation du rôle des Russes et des Américains. Et on a chargé M. Ford de composer la délégation de l'opposition et M. Bogdanov de s'en occuper de la délégation officielle. Les deux n'ont rien fait pour faire réussir Genève. Parce que Bogdanov a informé les Syriens qu'il est en attente d'une liste officielle. Les Syriens, en 24 heures, ont envoyé une liste d'un groupe soudé autour du président Assad, qui n'a rien à voir même avec le front progressiste qui est au pouvoir, même avec d'autres courants de partis bases, pour ne pas parler du Parti national syrien qui est au pouvoir, qui est au gouvernement, ou d'autres, comme le groupe de Qadri Jamil. Et il poussait
ces gens-là à être dans l'opposition ou la délégation de l'opposition. Monsieur Ford, en même temps, nous a dit que vous pouvez participer, mais vous avez deux choix. Soit entrer dans la coalition, soit entrer à Genève sous l'umbrella de la coalition. Il n'y a pas d'autre choix. Alors moi, j'ai dit à M. Ford, écoutez, vous avez échoué en Irak, et vous allez écrire dans vos mémoires que j'ai échoué en Syrie. Il m'a dit, je ne veux pas écrire des mémoires. J'ai dit, d'autres chercheurs vont écrire ça, ça ne change rien. Et à Bogdanov, j'ai dit clairement que même si le comité de coordination nationale participe, moi, je boycotte l'assassinat de Genève II. Je n'ai pas envie de voir quelque chose que j'ai aimé. J'ai travaillé, même avant le 29 juin, à faire réussir, et vous êtes en train de tuer là. Il m'a demandé qu'est-ce qu'on peut faire, Bogdanov. Je lui ai dit tout simplement, nous, au moins 70% de l'opposition est prête à venir à Moscou, c'est-à-dire une délégation que Washington n'a jamais rêvé d'avoir. Il m'a dit, c'est excellent, demain. J'ai dit, non, 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 qu'est-ce que vous allez nous donner en échange? Il m'a dit, qu'est-ce que vous voulez? J'ai dit, jamais dans l'histoire, sans une bonne préparation, une conférence de cette importance a réussi. Alors, il faut préparer le terrain. La coalition, pendant plus d'1 an, n'a fait que attaquer Genève II. Il a changé au dernier moment sous la pression américaine. Tous les groupes armés ont toujours attaqué Genève II et la solution politique. Alors, pour avoir quelque chose qui réussit à reprendre une véritable majorité syrienne pour la solution politique, il faut au moins, et je parle en tant qu'association de charité, pas en tant que militant des droits de l'homme ou militant politique, libérer les femmes, les enfants, les handicapés dans les prisons syriennes. Deuxième chose, il faut lever le siège sur 22 zones assiégées en Syrie, dans leur majorité par le régime, et les deux parties par la Turquie, qui fait un siège contre l'aide humanitaire pour toute la zone kurde, et par les groupes armés, comme bon signe pour faciliter les négociations. Et troisième chose, vous devez aller au Conseil de sécurité pour voter une résolution, et je lui ai donné la draft, pour mettre l'ensemble des forces non-syriennes sur le territoire syrien dans l'illégalité internationale. Tous les non-syriens combattants doivent être dans l'illégalité internationale par une résolution du Conseil de sécurité. Dans ce cas-là, la porte pour réussir Genève est ouverte. Il m'a dit, on ne peut pas tout faire. Je vais parler avec Lavrov et je vous donne la réponse dans une semaine. Après une semaine, son ambassadeur m'a dit qu'on ne peut pas imposer au régime syrien quoi que ce soit. J'ai dit alors, allez-y tout seul. Ça ne vaut pas la peine d'assister à un échec programmé. Et on est là. On est là. Les voix maintenant devant nous sont limitées. Il ne manquait que l'histoire de l'Ukraine pour compliquer encore plus la situation. Et on essaye de regrouper toutes les forces démocratiques dans une conférence nationale syrienne capable de au moins avoir la représentativité
d'une véritable majorité, pour ne pas dire tout le monde, et revoir notre stratégie d'action ensemble. Parce que je ne crois pas que le comité de coordination nationale aujourd'hui, ou le Forum démocratique, ou la coalition, toutes ces organisations sont capables de répondre aux questions qui sont en face de nous. Je vous laisse le temps de poser des questions, ce sera mieux que d'exposer mon point de vue. Merci. Bien, merci Hassam pour cet exposé assez complet. Avant de passer la parole à la salle, il y a une question qui est quand même souvent en débat, c'est qui est responsable de la militarisation du conflit? C'est-à-dire, est-ce que ça a été l'arrivée de groupes extérieurs ou la violence du régime dès le début qui était quand même une violence qui n'avait pas grand-chose à voir avec ce qui avait été employé en Égypte et en Tunisie comme violence à l'égard de la population, qui a poussé, peut-être délibérément, on dit, une partie des gens à penser que prendre les armes était la seule solution. La solution militaro-sécuritaire de régime est le premier responsable, c'est évident. Mais c'est un grand piège émis par le groupe d'intérêt militaire qui nous gouverne, parce que c'est leur terrain favorable. Assad, père et fils, n'ont pas travaillé autre chose que l'installation dans le pays d'une bonne équipe et 17 secteurs de Mukhabarat et d'une armée. Alors, nous, on va entrer en conflit avec le pays le mieux armé, si on met Israël à part, dans la région. Alors, pour Al-Qaïda, c'est possible. Mais pour un simple militant à Daraya ou à Douma, c'est mission impossible. C'est pour ça, moi je dis, si le régime nous a poussés depuis le 18, parce qu'il a tué depuis le 18 mars 2011, parce que les événements c'est 18, 15 ça c'est le Facebook. Il n'y avait rien le 15. Parce que ça c'est quand le régime dit il y a un complot, c'est vrai parce que les frères musulmans voulaient la date du massacre de Hama, 4-5 février, faire quelque chose. Ils n'ont pas réussi. Il y avait un seul, Ghassan Najjar, qui est sorti à Alep. Il a été arrêté. Le 15, il y avait quelques-uns. Là où il y avait une démonstration populaire réelle, c'était le 18. On a préparé ça. Mon frère a joué un rôle important dans cette histoire, et c'est pour ça qu'il a été assassiné par le régime. Et il y a plusieurs militants, sur les 12 militants qui ont travaillé entre le 18 et le 18 août, 9 sont assassinés, 3 ont quitté le pays. C'est-à-dire, le régime n'a pas fait de cadeau pour les militants pacifistes. Hein. Au contraire, il a libéré les extrémistes. Et on a toujours des nouvelles que, même avant-hier, il y avait 2 fuites de la prison de 2 extrémistes. Alors, comment on peut fuir Sednaya quand on veut, et c'est un citadelle quand on ne veut pas? Alors, le régime a intérêt. Et à mon avis, c'était vraiment un piège pour pousser les choses et dire que je suis en train de tuer des groupes armés. Je ne suis pas en train de tuer des groupes pacifistes qui essayent de changer pacifiquement un régime dictatorial. Donc, la parole est à vous. Oui, au fond. Vous vous présentez peut-être
On s'approche d'élections présidentielles en Syrie. Oui, Roulazin, journaliste d'origine syrienne, présente à Paris depuis 30 ans. Voilà, alors je voulais savoir si vous soutenez la candidature de Moaz El-Khatib, comme on va vers des élections présidentielles, je pense, en Syrie. Si vous-même, vous allez vous représenter et qu'est-ce que vous représentez aujourd'hui réellement sur le terrain, quand on a vu hier que les régions qui sont sous contrôle de l'armée et du régime syrien, les gens ont l'électricité, ont Internet, mangent, boivent, vivent plus ou moins, ont de l'eau, donc voilà. Même il y a des cabarets à Damas. Bah oui, justement. Bah voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous vivons dans une situation exceptionnelle. Pour la candidature ou pour les élections présidentielles. Notre position était claire dans le camp de l'opposition, comme dans le camp du pouvoir. Toute initiative politique unilatérale est vouée à l'échec. Et il ne peut pas aider à une solution politique. C'est pour ça qu'on était contre les élections législatives. On était contre la formation d'un gouvernement par la coalition. Deuxième gouvernement par la coalition, nous sommes contre. Parce que ça, c'est une partie qui prend la décision seule. Ça ne va que compliquer les choses, ça va compliquer encore les choses. On est dans une situation très complexe et on n'a pas besoin des initiatives de ce genre. De toute façon, moi, je n'ai pas le droit de se présenter parce qu'il y a 3 articles dans la Constitution qui m'interdisent d'être candidat. Et il y a 2 articles pour Moaz El-Khatib aussi. Alors, peut-être il y aura quelques caricatures de l'intérieur qui participent à un simulacre d'élection. Madame ? Attendez une seconde, je vais vous donner Bonjour, Aïssa Midani, je suis syrienne et je reviens de Syrie j'y étais depuis juillet dernier. Mais je voudrais poser une question. Depuis le mois de juin 2011, l'État syrien, donc par la voix de Bachar el-Assad lui-même, a proposé un dialogue. Il y a eu même des premières réunions qui ont été transmises directement partout, en fait, par la télé, des réunions de dialogue justement pour recueillir l'ensemble des opinions des personnes. Cette proposition de dialogue et de discussion à tout le monde, ouverte à tout le monde, a été aussi doublée 1 an plus tard de garanties à toutes les personnes qui veulent rentrer, de protection et puis d'ouverture et puis même d'autorisation de rentrer pour ceux qui étaient interdits, etc. Bon. N'empêche, de toutes les manières, la réponse systématique a été le refus de toutes les, en fait, pas toutes les franges de l'opposition. En fait, ça a été le refus par le Conseil, le CNS, le refus par la coalition par la suite et le refus de la coordination. Alors que les autres partis politiques de l'opposition, qui sont à l'intérieur, ont fait des propositions très constructives pour la réconciliation nationale. Ils y travaillent. Aujourd'hui, je tiens à dire que la réconciliation va bon train. Et en même temps, des trains d'amnistie systématiques qui sont faits et menés par l'État pour la réhabilitation des personnes qui ont même participé à l'insurrection, si on peut parler d'insurrection. Que d'un autre côté, la présence des terroristes djihadistes envoyés de 83 pays différents quand même, armés par les États-Unis, par les alliés occidentaux qui sont la France, l'Angleterre, l'Allemagne. Bon, ils sont quand même dans le pays. Ça a été dénoncé réellement aussi par différentes... Oui, oui, d'accord. Donc, je pose une question et j'explique un peu le contexte de la question. Donc, tout ceci a été reconnu
Et toujours, il y a effectivement donc une opposition à l'intérieur qui participe pour à la réconciliation. D'ailleurs, il y a eu des propositions qui vous ont été faites là-dessus. Et bon, il y a toujours ce refus et en même temps, le sang coule. Voilà, merci. Vous voulez répondre tout de suite ou est-ce que À mon avis, il y avait une seule initiative sérieuse, celle de Farouk Shah. Les autres initiatives, c'est de la merde. Moi, je vous ai laissé parler. Laissez-moi exprimer mon point de vue. Ce n'est pas une initiative et dire que vous avez la possibilité d'entrer dans le pays et Abdelaziz El-Khayer est enlevé. Il y a aussi notre ami Nasser Raja qui est enlevé de Baramke devant tout le monde par les Mukhabarat. Et hier, Amal Nasr est enlevé. Si on enlève les militants de l'intérieur, alors vous n'allez pas me dire qu'on va donner la sécurité à ceux qui viennent de l'étranger. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris contact avec Farouk Shah. On n'était pas négatif. On a pris contact avec Farouk et je lui dis, on propose une liste de 150 personnes. Parce que les partis que vous invitez ne représentent pas plus que les gens qu'on peut venir avec. Et nous, on respecte Farouk, on croit que c'est un type qui était contre la solution militaire et qui paye jusqu'à aujourd'hui les frais de sa prise d'opposition. Le jour où Farouk m'a dit que venez, envoie-moi la liste. Ils ont attaqué Mayadène, j'en connais bien, Mayadène, moins de 2000 habitants, mon village. Et le village d'Hassan Loadat. Et ils ont arrêté 54 membres de notre famille et 3 fois plus de villages. Ils ont détruit tous les ordinateurs, les trucs des maisons, même des séchoirs, tout ce qu'ils ont trouvé. Dans la salle de village. Et mon frère était sous la torture chez Jamil Hassan, le Mukhabarat Jaouiya, les Mukhabarat des forces de l'air. Et il a eu une cassure aussi dans la poitrine. Alors ça, c'est pas de négociation. Ça, c'est pas de dialogue. Ça, c'est vraiment, on dit, vous êtes sous les coups, vous êtes sous les pieds de celui qui négocie avec vous, et vous devez venir dans une situation d'humiliation. On ne négocie pas avec les couteaux. Et moi, je suis allé à l'ambassade. J'ai renouvelé mon passeport. Et il y a une dizaine de Syriens qui ont fait de même. Mais cet accident est arrivé dans une dizaine de villes syriennes. Pour tous ceux qu'on a commencé à livrer les noms. Alors, vous n'allez pas me dire que c'est, comme dit Qadri Jamil, c'est les extrémistes qui veulent ça, et si vous ne venez pas, vous donnez raison aux extrémistes. Si le pouvoir ne peut pas contrôler ces hommes, il ne peut pas dialoguer ou faire avancer une cause politique dans le pays ou une solution politique. Ça, c'est seule initiative sérieuse. Les autres, c'était quoi? On nous a envoyé, par exemple, Manaf Tlas. On a demandé qu'il y ait un civil qui négocie avec l'opposition parce que Manaf était dans l'armée. Ils ont dit Bouthaïna Chaban. On a dit non, gardez le militaire, c'est mieux que Madame Bouthaïna Chaban. Et on a gardé les négociations avec Manaf Tlas, avec Bachar directement,
c'est-à-dire il vient de Halbouni au palais présidentiel, et on a négocié une solution politique. Un jour, il va à Manaf, il est vivant, vous pouvez lui poser la question, il va chez Assad, lui dit, écoutez, le programme proposé par le comité de coordination nationale est très logique. Il lui a dit, vous travaillez pour lui ou pour ces gens-là? Et il lui a écarté de négociations. Et à nouveau, on nous envoie Bouthaïna Chaban, on a dit, mais c'est pas possible, c'est pas sérieux. Alors, si on parle des détails, nous, on a été ouverts, malgré toutes les critiques qu'on a reçues de l'opposition de l'extérieur, à une initiative politique et à une solution politique historique. On a appelé ça Taswiya Tarihi, un compromis historique qui peut sauver le pays. Vous croyez que nous sommes très contents d'avoir tous les jours des destructions, des morts. Nous, on était dès le début avec un slogan très clair, le sang des citoyens syriens est sacré. On n'a pas dit que toutes les armes sont sacrées. Et on a essayé, là, on pouvait faire des compromis ou des cessez-le-feu sur place, local, on a essayé. Plus de 60% de tout ce qu'on a essayé, le régime n'a pas respecté son engagement. Et c'est pour ça qu'on est allé à Téhéran. On est allé à Téhéran pour leur dire, écoutez, est-ce que vous pouvez garantir, s'il y a un accord local, qu'il soit respecté par le régime syrien? Parce que le régime syrien ne le respecte pas. On a dit la même chose à Lavrov. Est-ce que vous pouvez garantir un accord local pour sauver, par exemple, Nawa? Nawa était une ville qui a 120 000 personnes. Les habitants sont 70, les autres sont déplacés. Il a accueilli tout le monde. Et après, bombardement. Maintenant, il y a 40 000 personnes maximum qui habitent à Nawa. Et alors, quand ils ont promis d'arrêter tout bombardement à Nawa, on a demandé des garanties aux Russes. Ils ont promis. Ça n'a pas été respecté 2 jours. Et il y a des gens de Nawa, je crois, ici, qui savent bien que maintenant, c'est une catastrophe là-bas. Tous les jours, il y a des morts. Alors, on a essayé, chaque fois qu'il y a moins de violence, d'intervenir, même à l'échelle locale. Et on a essayé, chaque fois qu'il y a une proposition viable, sérieuse, politique, de faire quelque chose. Mais le régime a toujours triché. On était derrière, moi et un copain ici, la délégation qui était de Daraa, qui a rencontré Bachar al-Assad. Et j'ai demandé à Mouti al-Batin, à tout le monde, à Haraki, Nizar Haraki, à tout le monde d'aller. Mon frère a refusé. Il m'a dit, Haïtham, moi je ne fais pas confiance à ce régime. Les autres sont allés avec vraiment des personnalités très influentes. Il a rempli les poches des promesses. Ils ont sorti, il n'y avait rien. Rien. Alors. Juste pour ajouter un témoignage avant de passer, moi j'étais à Hama en mai-juin, à un moment où la ville était, entre guillemets, libérée. Il n'y avait plus de forces de l'ordre. Et j'ai discuté avec un certain nombre de gens de la population qui m'ont dit qu'ils ont été 3 fois négociés avec Bachar. Personnellement, c'est-à-dire ils ont été et chaque fois ils m'ont dit on est revenu avec des garanties qui ne tireraient plus sur la foule, etc. La deuxième fois, je crois que l'armée avait fait 150 morts. Malgré ça, ils sont retournés et ils ont dit on veut simplement que le wali, enfin le gouverneur, s'en aille. Bachar leur a dit d'accord. 15 jours après, le gouverneur était de retour. Et je veux dire, vraiment, il y a effectivement un double langage absolu du régime. Il y a une question derrière. Oui, Georges Malbruno du Figaro. J'ai 2 petites questions pour Aïssam.
toi qui connais bien les Russes, quelle est, à ton avis, la conséquence de la crise ukrainienne sur le comportement russe dans la crise syrienne? Est-ce que ça, a priori, va conduire à un durcissement? Et deuxième question, ceux qui te connaissent bien ont été un peu surpris de voir qu'avant Genève II, alors que pendant des mois et des mois avant, tu avais été partisan d'une négociation, je dirais, d'une manière réaliste, en disant que finalement, on ne pouvait pas poser des préconditions au régime parce que, eh bien, le rapport de force sur le terrain étant ce qu'il est, c'est difficile. Et donc, soudainement, là, tu poses 3 conditions. Donc, on a eu du mal un peu, un certain nombre de personnes ont eu du mal un peu à comprendre pourquoi il y a eu ce raidissement et ce refus de participer donc à Genève II. Ce n'était pas des préconditions de vote. On prépare le terrain quand on veut vraiment faire un travail réussi, on doit préparer le terrain. On n'entre pas dans la salle d'opération chirurgicale sans préparer le malade. Jamais on réussit une opération sans préparation. Ça, ce n'est pas des conditions. Ce qu'on a demandé, comme j'ai dit, c'était vraiment des choses qu'une association de charité demande. Pas des militants des droits de l'homme, parce que chaque fois que j'écris, pendant 30 ans, un communiqué pour la libération d'un prisonnier ou un groupe de prisonniers, on dit « et la libération de tous les prisonniers politiques ». C'est comme un verset coranique. Et là, on n'a pas dit « et tous les prisonniers politiques ». On a dit les handicapés, les femmes, les enfants, c'est tout. Et les gens enlevés dans l'autre côté aussi. On a demandé la levée des sanctions contre la Syrie. Ça, c'est au profit du régime. Pourquoi on regarde avec un seul œil? Ce qu'on a demandé, c'est la préparation de terrain pour réussir Genève. Ce n'était pas une condition. Et je crois que les Russes n'ont pas fait d'efforts pour ça, du tout. Parce qu'on a obtenu des Russes, et c'est important de signaler, 10 mois avant, une lettre écrite que j'ai une copie adressée à Bachar al-Assad, où il demande l'arrêt de bombardement aérien en Syrie. Et avant de quitter Moscou, Lavrov m'a donné un texte en anglais de la lettre. Et la lettre n'a jamais été respectée, peut-être quelques jours. Autre chose, pour la question de l'Ukraine, moi je crois que le durcissement est là. Il est là. Je ne peux pas répondre vraiment à fond parce que j'ai une rencontre demain avec l'ambassadeur de la Russie à Genève qui est chargé de dossiers syriens. C'est lui qui a demandé qu'on se voit pendant mon séjour là-bas. Peut-être il a autre chose, mais moi, à mon avis, il n'y a rien. Il y aura durcissement des deux parties. Et chacun va essayer de jouer autre chose que la solution politique ou Genève II. Merci. Madame devant. Je suis Colette Saba, consultante internationale. Vous n'avez pas beaucoup parlé des djihadistes qui sont en Syrie, donc Daesh, Nusra et tout ce monde. Et ma question maintenant, qu'ils prennent beaucoup de place en Syrie, et on entend parler de ces milliers qui sèment la terreur dans des villages. Si on imagine que demain, le régime accepte une nouvelle négociation, qu'est-ce qu'il arriverait à ces gens-là? C'est-à-dire, on peut leur dire, rentrez chez vous. Ils ne sont pas un risque, ils ne sont pas un danger? D'abord, soit demain, soit après-demain, il y a la sortie d'un livre que j'ai fait la publicité comme ça, grâce à vous, qui est intitulé « Salafisme, frères musulmans et droits de l'homme », où j'aborde la question des salafites en détail, la question de l'hijra, la question de djihad, et j'ai pris les deux exemples, l'Égypte et la Syrie.
Mais en Syrie, je crois que j'étais le premier à dire que c'est un problème grave. J'ai dit au BBC à l'époque, اللي بده يجاهد يجاهد ببيت أبوه, celui qui a envie de faire le djihad, qu'il le fait chez lui et qu'il nous laisse tranquille. On est déjà vraiment dans une situation qui ne peut pas supporter encore Al-Qaïda et compagnie. J'ai alerté l'opinion publique, j'ai demandé au Conseil national dans plusieurs lettres et discussions officielles avant que... Et quand il y avait la coalition, jusqu'à aujourd'hui, Maad al-Khatib est fâché de moi parce que j'ai critiqué la phrase qu'il a dit « Kul silah ضد al-Assad muqaddas ». Chaque arme contre Assad est sacrée. J'ai dit chaque arme aujourd'hui, qu'il soit côté Assad ou côté djihadiste ou opposition, est mudannas. Parce que je suis mudannas. Maudit. Parce qu'on n'est pas dans une situation, on a overdose d'armes. Tous ceux qui parlent d'armes spécifiques, tout ça, je ne sais pas pourquoi faire. On a overdose d'armes et on a à peu près 50 000 non-syriens sur le territoire syrien, que ce soit Fadl ibn al-Abbas, ou que ce soit Aïcha, ou que ce soit tous ces noms qui, on ne peut pas trouver même trace de leur corps si on cherche dans leur tombe, et qui nous gouvernent toujours dans le pays. C'est vraiment l'art de faire revivre des noms qu'on n'a jamais. Abu Dujana. Abu Dujana, moi, je suis arrivé à l'âge de 60 ans et je n'ai pas entendu le nom Abu Dujana. Alors, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe réelle. C'est pour ça qu'on était les premiers à demander au Conseil de sécurité une résolution sur les combattants non-syriens sur le territoire syrien. Et c'est important pour deux choses. D'abord, pouvoir attaquer les pays qui facilitent l'entrée de ces gens-là en Syrie. On a un procès devant la Cour européenne des droits de l'homme contre Erdogan. On a aussi évoqué avec Monsef, avec les Tunisiens, la facilité qu'ils ont fait au début. Et il a fallu changement de gouvernement et l'arrivée de Ben Jiddo pour qu'il y ait vraiment contrôle sur les Tunisiens. J'ai rencontré Mahmoud Jibril et plusieurs responsables libyens pour la question des Libyens. Je n'ai pas rencontré des Saoudiens parce qu'ils n'ont pas voulu. Ils ont proposé que je voie Bandar Ben Sultan. J'ai dit non. J'ai dit non, non, non. Moi, je suis un homme politique. Je vois un responsable politique. Alors, si le ministre des Affaires étrangères chinois me reçoit chez lui, je ne vais pas voir M. Bandar Ben Sultan. C'est une insulte pour un Syrien. Voilà. Merci. Je crois qu'il y avait une question là-bas, non? Non, c'était pour compléter, madame, si on ne vous a jamais entendu sur la position des chrétiens en Syrie, Venez le 27. Venez le 27 à Munich, il y a une conférence sur les chrétiens en Syrie et vous allez entendre tout ce qu'on a fait de le début jusqu'à aujourd'hui. J'ai participé à la médiation pour la libération de plusieurs prêtres et même pour les deux patriarches. On essaye de faire la situation des chrétiens. Nous, on ne fait pas isolement entre chrétiens et minorités. L'ensemble des minorités payent aujourd'hui le prix de ce qu'on peut appeler l'extrémisme djihadiste à caractère sunnite. C'est les Ismaélites, comme les Druzes, comme les chrétiens, ils payent les mêmes frais. Il y a Munich, Oui. Munich. Oui. 2 jours. Alors, le monsieur s'excuse parce qu'il ne parle pas très bien. Assad et
comment Assad et l'institution avec toi. Mais est-ce que c'est Assad ou les jours autour? Parce que Assad n'est pas du tout peut-être plus pacifique que les autour qui... Oui. Oui, en fait, c'est sur l'unité du régime, en fait, et en tous les cas du groupe dirigeant. Est-ce que, bon, tu as parlé de Farouk Echara, mais tu as dit effectivement qu'il a été, à la suite de l'article qu'il avait fait, je crois, de l'Akhbar, non? Où il a été mis à l'écart. Est-ce qu'il y a dans le régime des sensibilités différentes? Tout à l'heure, tu as dit ils n'ont invité qu'une fraction à Genève. Est-ce qu'il y a d'autres fractions? Est-ce qu'elles ont une influence? Oui, dans le parti Baas, il y a plusieurs fractions. La preuve qu'on a au moins 2000 dissidents de parti Baas à l'étranger aujourd'hui. Alors, ces gens-là sont contre la solution militaire, sont contre Assad. Et ils ont quitté le parti pour joindre l'opposition. Pourquoi on oublie ça? Et en même temps, Farouk Echara aujourd'hui est assiégé, son chauffeur est en prison, son conseiller est en prison, et il y a de sa famille à peu près 16 personnes qui sont arrêtées otages. Et il est toujours parti membre de parti Baas, et il est toujours vice-président de la République. Moi, la question de gens, vraiment, il y a une grande question à nous tous. C'est le pouvoir réel de Bachar al-Assad. Ça, c'est une question. Moi, je n'ai jamais rencontré un membre de la famille Assad, même Assad, heureusement. Ou malheureusement, je ne sais pas, mais c'est comme ça. Je n'ai jamais rencontré même un cousin. Alors, je ne peux pas, je n'ai jamais eu un échange direct ou indirect. Azmi, l'école de Qatar, plusieurs disent qu'il a un pouvoir limité. D'autres disent non, non. On dit ça pour limiter sa responsabilité en tout ce qui arrive. Il y a certainement un groupement autour d'Assad qui décide. Est-ce que c'est lui, en tant que président du conseil d'administration, qui donne le dernier mot? Moi, je crois que oui. Mais je ne suis pas capable de donner des preuves sur ça, que quelques exemples. Merci. Une question au fond. Une seconde, attends le micro. Bernard Cornu. C'est un peu une question liée à ce même problème. Vous avez dit tout à l'heure vous-même que en posant la question si le régime ne contrôle pas ses troupes ou ses services, c'est ça le fond du problème. C'est que tous les services de renseignement ont été créés par Rifat el-Assad, qui a conduit les opérations à Hama, qui est réfugié en France et qui voyage. Et à mon avis, il a encore des réseaux sur place, parce que les réseaux secrets, ça se crée, et après on garde des contacts. Et il y a donc des gens, tout le monde le sait, en Syrie, qui ont intérêt, qui défendent leur pouvoir criminel, leur fortune et tout ça. Donc il faut discuter de ces choses-là publiquement pour arriver à aider la partie à peu près, disons, de bonne volonté du régime, hein, je mets ça entre parenthèses, à neutraliser ces gens-là, à mieux savoir ce qui se passe. Je peux dire un seul témoignage, hein, parce que quand le palais de Hafez al-Assad a été construit, les ingénieurs qui l'ont fait me disent qu'il ne connaît que le tiers du budget. C'est comme Obama, depuis quelques années, commence à découvrir le rôle, l'implication des néocons dans toute la politique américaine, etc., et de l'AIPAC. C'est la même chose. Il faut aider les gens qui ont une certaine bonne volonté à dénouer les fils de la corruption, des services secrets, des choses occultes qui vont très profond dans l'histoire de tous ces pays du Moyen-Orient à cause du pétrole, et cela depuis plus de 100 ans. Même les dissidents de l'appareil de sécurité
n'ont pas fourni suffisamment d'informations pour répondre avec détail sur certains problèmes, comme le problème d'attaque du 1er août sur Hama et des réseaux au même jour, par exemple. Et c'est une question très, très importante parce qu'il a verrouillé vraiment les choses vers le renforcement de la thèse de militarisation. Alors, comment ça s'est fait? Qui a décidé exactement? Les décidants avec qui j'ai discuté ou des copains ont discuté n'ont pas eu des éléments de réponse. Mais la question de Rafat, moi, je crois qu'il y avait un lavage dans les services pendant à peu près 20 ans, 25 ans. Et Rifat n'est plus capable d'influencer des groupes importants dans le groupement d'intérêts qui gouverne le pays. Il est le maillon faible, pour ne pas dire absent, des centres de décision. C'est pour ça qu'il a aidé Mustafa Cheikh, il a aidé des gens de l'armée libre, il a gardé contact avec les Saoudiens, très bon contact, il a gardé avec les Russes, pour avoir un rôle de l'extérieur au nom de la défense et la protection des Alaouites, s'il y a victoire ou quelque chose de l'opposition. Merci. Monsieur, au fond. Madame, pardon, excusez-moi. Bonjour, Agnès Rotivel du journal La Croix. Comment est-ce que vous jugez la politique française sur la Syrie? On dit en Libye, Allah ghalib, Allah est vainqueur. Et quand il y a un Soudanais qui entend, il dit Giddan. Very ghalib. Je crois que nous sommes, notre point de vue au moins, parce qu'il y a des gens qui aiment beaucoup la position de la France, est très critique. La France est un des 3 pays qui a déclaré que la coalition est représentant unique de l'opposition, c'est-à-dire l'article 8 de la Constitution de Hafez al-Assad au sein de l'opposition, avec Qatar et l'Arabie Saoudite. Même pas les États-Unis. Ils ont fait ça. La France a coupé tout lien avec nous depuis le 6 août 2012. Il n'y avait pas un seul contact avec le Quai d'Orsay. Ils ont envoyé des messages comme quoi vous êtes le bienvenu quand vous intégrez la coalition. Avant, c'était l'élargissement du Conseil national syrien. Si vous entrez dans le processus d'élargissement, bienvenue. Après, c'était vous devez entrer dans la coalition et vous êtes le bienvenu. Alors nous, on a dit, à l'époque de la Conseil national, on ne peut pas faire entrer un grand éléphant dans une Volkswagen. C'est difficile. Il faut convaincre Chevalier. Et Chevalier, on ne doit pas oublier, c'est le fils spirituel ou le copain spirituel de Kouchner. Et Kouchner était un en France avec la guerre en Irak. Un sur je ne sais pas combien de millions. Moi, je crois que le Quai d'Orsay a minimisé au maximum le rôle de la France dans les affaires syriennes. Voilà. Ça, c'est mon point de vue. Et il ne facilite même pas un visa. Et quand il y a un demandeur d'asile, on demande à tout le monde d'intervenir, sauf Manna et la Commission arabe et le comité de coordination nationale, parce que sa demande d'asile sera refusée. Voilà, c'est ça la France. Juste peut-être pour ajouter un mot sur la position française. En fait, si vous vous souvenez bien, au début de l'insurrection, les relations entre Paris et Damas sont excellentes. Et Chevalier, qui est à l'époque l'ambassadeur, d'ailleurs, va pendant encore quelques semaines après le début des événements militer plutôt pour le maintien de relations. Je pense qu'il y a 2 choses qui ont joué dans le changement de la politique française. Le premier, c'est la conviction que
le régime allait tomber vite. C'est-à-dire, il faut se remettre dans l'époque, c'est-à-dire, les uns après les autres, les régimes ont l'air de tomber, et donc on se dit qu'on peut rompre les relations diplomatiques, ça n'aura pas d'effet. Mais il y a une autre chose, pour moi en tous les cas, c'est un peu une espèce d'infléchissement de la politique française, en général d'ailleurs, pas seulement au Proche-Orient, mais particulièrement au Proche-Orient, avec un alignement sur les positions israéliennes, sur le conflit israélo-palestinien, avec un rapprochement avec Qatar, un renforcement des relations avec Qatar et l'Arabie saoudite, et un rapprochement avec les positions néocons américaines, et notamment sur le dossier iranien. C'est-à-dire, on va avoir, d'ailleurs on l'a vu dans ces récents, c'est-à-dire après on ne s'est pas rendu compte que Bush a perdu les élections et qu'il y a Obama, donc on se présente aujourd'hui auprès du monde comme les gens qui vont garantir que les Américains ne cèdent pas trop. Et je pense que ça s'inscrit aussi dans cette relation, et qui maintenant, en tous les cas, est avec un rapprochement stratégique entre la France et l'Arabie saoudite, et plus avec le Qatar, qui est tout à fait important, où les Saoudiens sont... Enfin, moi, je reviens d'Arabie saoudite, je peux vous dire qu'ils sont absolument ravis de la position française. Ils ont l'impression que, même s'ils ne se font pas d'illusions, parce qu'on sait que si les Américains ont décidé de négocier avec l'Iran, ce n'est pas la France qui va les en empêcher, mais il y a quand même cet aspect qui est effectivement, qui fait perdre un peu à la France un rôle d'une voix originale au Proche-Orient. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de tout à fait dommageable pour la France. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur devant. Oui, simplement... Une seconde, attendez le micro, parce que c'est quand même... Ah oui, j'aurais pu le passer. Simplement parce que vous demandez le départ de Syrie de tous les groupes étrangers. Mais qu'en est-il du Hezbollah? Moi, j'ai quand même l'impression qu'il combat quand même les djihadistes. Écoutez, sur le plan qui tue qui et combien on est en train de tuer, j'aimerais bien vous dire, si le régime syrien voulait tuer 3000 djihadistes, il a besoin au moins d'un an. Et les djihadistes, dans leur conflit entre eux, ils ont fait ça dans moins de 3 semaines. Alors, on peut dire que Hezbollah a fait quelque chose, mais ceux qui ont combattu sérieusement et dans un programme politique et qui ont fait leur droit à l'égard de leur peuple ou de la population syrienne qui habite dans leur région, c'est les unités de protection, Wahdat Himayat al-Sha'b, de protection du peuple kurde. Ils sont idéologiquement laïcs, démocrates, et respectent les conventions de Genève. On a demandé à eux de venir ici avec Col Geneva pour signer les accords de Genève. C'est les seuls qui ont accepté, les autres n'ont pas voulu accepter. Et ils ont combattu beaucoup mieux et dans une position de justice les djihadistes. Hezbollah au sud est vraiment une force de résistance pour le Liban, pour la région. Mais en Syrie, c'est une partie politique chiite, avec l'ensemble des conséquences de cette approche. Nous vivons aujourd'hui avec un appel déclaré par Tartoussi lui-même il y a 2 ans et demi, qui dit on a la révolution syrienne à 3 tâches. Elle est contre le régime Nusayri, elle est contre le régime Rafidi, c'est-à-dire chiite, en Iran, et elle est contre le parti de Hezbollah. Il a dit ça depuis le mois de juin 2011. Chaque force à caractère confessionnel est antidémocratique par la force des choses en Syrie, même s'il vient pour quelle cause qu'il soit. Alors, Hezbollah est chiite, de composition chiite, il participe à la coloration confessionnelle de conflit. Ce
Ce qui n'était pas le cas, il faut le rappeler, parce qu'on parle beaucoup du conflit sunnite-chiite qui a commencé, qui a pris de l'ampleur en 2005 en Irak notamment. Mais il faut rappeler qu'en 2006, justement, parce qu'il est perçu comme une organisation de résistance face à Israël, on a les portraits de Nasrallah partout. Et ça, c'est, je veux dire, bon, et c'est absolument pas le cas aujourd'hui. Je veux dire, il y avait une question, je crois, derrière encore. Oui, monsieur. Oui, bonjour, Daniel Lago, Adif. Oui, je voudrais être sûr de bien comprendre quelle est votre position. D'abord, ce que vous représentez exactement dans l'ensemble de l'opposition. Et je voudrais savoir quelle est votre position à l'égard, on a parlé tout à l'heure, des élections présidentielles. Est-ce que vous appelez au boycott ou est-ce que vous pensez qu'il faut quand même qu'il est bien qu'elles aient lieu? Est-ce que vous pensez qu'il est possible d'avoir un contrôle international sur ces élections ou non? Enfin, j'ai l'impression que vous êtes très pessimiste, mais enfin, malgré tout, je voudrais mieux comprendre. Et est-ce que plutôt pour le soutien de la voie quand même diplomatique, ou est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il faut, de votre point de vue, développer l'opposition armée? On n'a pas la prétention de représenter le peuple syrien. Nos membres adhérents, à l'intérieur comme à l'extérieur, dans l'ensemble des partis qui participent, peut arriver jusqu'à 10 000 personnes maximum, pour être clair. Et avec le PYD, c'est-à-dire sans le PYD, ça diminue. PYD, c'est les Kurdes. Les Kurdes, le parti de l'unité démocratique, de l'Union démocratique. Pour ça, nous, quand on parle, on représente ces gens-là et ceux qui soutiennent le comité de coordination nationale. Pas plus ni moins. Deuxième chose, pour les élections, toute attitude ou prise de position aujourd'hui concernant la question des pouvoirs législatifs ou exécutifs ou juridiques, pour nous, est une catastrophe. On a vu ça avec les tribunaux Sharia des djihadistes. On a vu ça avec la constitution des gouvernements parallèles. On a vu ça avec des émirs qui sont venus, des musulmans partout dans le monde, pas seulement en Syrie, parce que le Baghdadi n'est pas uniquement pour la Syrie, il est khalifa de tous les musulmans. Alors on a vu toutes ces déviations. Le régime a commencé par faire une constitution d'exclusion. Et comme j'ai dit, la drame syrien a fait qu'il y a au moins une vingtaine de milliers de personnes qui sont des figures politiques ou civiles du pays qui ne sont pas dans le pays, en exil forcé. Ces gens-là, la Constitution les exclut de toute participation dans les 3 pouvoirs, en 4 articles. Et c'est fait par Qadri Jamil et ces gens-là qui voulaient à tout prix que l'opposition de l'extérieur n'aura pas de rôle pour l'avenir. C'est toujours comme ça. Au Maroc, c'est les communistes qui ont fait le meilleur censure quand il était ministre de l'Information sur les... Et malheureusement, c'est le cas en Syrie. Même les bassistes n'ont pas pensé à ça. Malheureusement, c'est comme ça. La Constitution est très mauvaise. Et c'est cette Constitution qui va régler la suite, c'est-à-dire élections, etc., tout ça. Pour ça, on a dit, il faut d'abord une période de transition, des principes constitutionnels pour cette période, même des principes supraconstitutionnels comme base de la constitution de la Syrie de demain. Mais il y a quelque chose de très important. On n'a pas besoin des prises d'opposition unilatérales de quiconque. C'est pour ça qu'on a refusé à Hayat Tansiq de voir Touma, soi-disant le Premier ministre de la coalition. J'ai refusé de le voir, Hassan Abladim a refusé de le voir. On a dit on discute avec la coalition en tant que force politique.
Mais gouvernement, tout ça, c'est bidon. Hitomito, la même chose, le premier ministre. Toute attitude unilatérale est une catastrophe et une complication encore plus de la situation. Il peut faire les élections, il peut appeler Fondation Carter pour observer. Il va observer la moitié de la population. Parce que l'autre moitié, soit il est à l'étranger, dans les camps, soit il est dans des zones qui n'est pas sécurisées, alors c'est un danger pour les observateurs. Alors s'il a envie de le faire. De toute façon, l'attitude jusqu'au boutiste de régime ne m'étonne pas. Parce qu'on a vu pire. Alors c'est possible que maintenant, demain, après-demain, ils font appel à une date précise, à des élections et à des organisations non gouvernementales pour observer. C'est possible. J'ai posé la question, ils ont dit non. J'ai posé la question au mois de décembre. C'était clair, non. Mais ils ont dit, on peut tout discuter, même la prolongation de mandat présidentiel, c'est mieux que des élections dans ces conditions-là. Mais je ne sais pas s'ils changent d'avis. Oui, une dernière question, allez. On a l'impression que vous êtes quand même beaucoup sur la défensive et vous voulez opposer, et en restant à l'extérieur, en prétextant qu'il y a dans la Constitution, qui a d'ailleurs été récemment modifiée, des articles qui ne vous permettent pas d'être actif à l'intérieur. Donc, quelle est la solution? Vous savez très bien que l'histoire de la Syrie aujourd'hui se gère entre les deux superpuissances. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une autre voie, une troisième voie que vous pronostiquez pour ne pas laisser le seul président se représenter tout seul, encore une fois? Écoutez, c'est comme le procès de Morsi. On ne sait pas comment se prononcer. À mon avis, le problème est plus grave. On ne peut pas penser à une question d'élection présidentielle dans un régime présidentiel, dans les conditions actuelles en Syrie. C'est irresponsable, politiquement irresponsable. Et de point de vue d'éthique, vraiment, il faut voir si on garde le minimum d'éthique à l'égard de la population qui vit dans des conditions inhumaines. Et on est en train de régler la question du président qui peut être normalement réglée selon la même constitution, parce que tant qu'il n'y a pas d'élection, il a le pouvoir présidentiel pour 2 ans de plus. Alors, moi, je crois qu'avoir des élections dans ces conditions, dans l'impasse politique dont nous vivons aujourd'hui, c'est vraiment une position jusqu'au boutiste qui participe à l'assassinat de la solution politique. Voilà ma position. Sur le défensif, non. Moi, je vous dis une chose. Je suis seul membre de la direction du comité de coordination nationale à l'étranger, parce qu'il y a un danger de vie et de mort pour moi. Mais les autres, ils sont arrêtés tous les jours. Khaddam était arrêté, Monder Khaddam, l'autre jour. Ils ont tous passé par la prison. Même Hassan Abdelazim a passé en prison depuis le 18. Ils ont tous rencontré les prisons et les centres de détention. Et notre décision est de garder notre direction à l'intérieur. Et ils n'ont pas envie de sortir. On va rester militer à l'intérieur. Simplement, juste pour, quand même, je veux dire, le problème d'une élection relativement libre en Syrie, ce n'est pas le problème de la Constitution, parce que même s'ils autorisent demain Haïssam à rentrer, c'est le fait qu'il y a des milliers de gens qui n'ont pas utilisé les armes, qui sont en prison, qui sont torturés, comme ça, quincés, etc. Donc on est dans une situation, on n'est pas dans un cadre de campagne, je veux dire. Je crois que c'est important quand même à rappeler. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je remercie beaucoup Haïssam pour tous ces éclaircissements.